Bien, on parle depuis ce matin d'un monde globalisé, d'une économie aussi parfois des contenus fragmentés, de la discipline, de la dimension mondiale qui est nécessaire, etc. Et vous représentez l'un et l'autre deux groupes de production, européens et français dans leurs racines, même si aujourd'hui l'empreinte s'en est largement étendue à l'étranger. L'idée, c'était d'un peu justement de savoir dans ce moment bousculé les stratégies à mettre en place, les stratégies les plus adaptées, et peut-être en commençant par les contenus, et parler un peu de création et de format, comment on fait pour concilier ces logiques dans lesquelles on entend à la fois parler de contenus globaux, de contenus locaux, ou de contenus, ou au contraire de nécessité de l'ancrage national. Peut-être Pierre, parce qu'Alexia, vous avez déjà pris une partie de votre temps de parole. Oui, bonjour à tous. Oui, on est dans un marché qui est en forte mutation. Donc, moi, je représente Newen Studio, qui est un acteur d'origine française, mais qui est présent dans 12 pays, avec plus de 50 sociétés de production dans tous les genres. Donc, on voit ça de très près. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a cru à un moment, ou en tout cas certains ont cru à un monde local, comme tu viens de le dire, Philippe, où finalement on pourrait produire localement et tout voyagerait et tout marcherait partout en quelque sorte, ce qui était évidemment une illusion. Il y a des phénomènes comme ça, c'est plutôt des exceptions. Et on est dans un marché qui se concentre sur le local, ce qui est plutôt assez logique. Finalement, quand on parle de création, il faut que ça résonne et que ça ait du sens pour le marché dont ça vient. Mais je ne pense pas pour autant que ça veut dire qu'il n'y ait pas de contenu ou de programme qui puisse voyager. Nous, on le voit régulièrement. Et on le voit notamment, les contenus qui voyagent et les programmes qui voyagent sont ceux qui ont le plus de succès localement. Si je regarde parmi les programmes qu'on produit chez Newen, on a un programme emblématique qui s'appelle Candice Renoir, qui est produit pour France Télévisions. Candice Renoir, c'est leader à chaque fois que c'est diffusé sur France Télévisions. Et en parallèle, c'est sans doute le programme qu'on vend le mieux à l'étranger. C'est dans plus de 100 pays. Pourquoi ? Parce que tout en étant un programme très français, c'est un programme qui a la qualité d'un bon programme et qui peut voyager. Donc ce qu'on voit, c'est ça. Historiquement, on produit des programmes pour qu'ils marchent sur leur marché et c'est ça qui fait notre force. C'est pour ça que nous, on a investi dans des sociétés de production européennes pour faire ça. Et il y a certains types de programmes ensuite. Alors Alexia pourrait évidemment parler du flux parce qu'elle est l'experte, mais nous on est moins fort dans le flux, on est plutôt sur le scripted. Il y a d'autres genres sur lesquels on pense que là, à l'inverse, il y a des programmes qui sont faits pour voyager dès le début. Et l'animation, on produit pour Netflix, on a eu l'Emmy de la meilleure série cette année, mais aussi le téléfilm par exemple. Le téléfilm qui est un genre un peu moins connu et peut-être moins flamboyant que d'autres. Nous, on a décidé d'investir dans des sociétés de production en Amérique du Nord, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le leader mondial de la production de téléfilms parce que c'est un genre qui voyage très bien. Donc, c'est la complémentarité entre genres très locaux, qui ont des racines, et à l'inverse, genres qui ont vocation à marcher partout, en quelque sorte. Le téléfilm dont on parle, enfin de mémoire, en regardant un peu le producteur que vous avez acheté, c'est plutôt de la comédie familiale. Enfin, on n'est pas dans du thriller, c'est ça ? Si, c'est c'est tous les genres du téléfilm. Le thriller fonctionne bien. L'unitaire fonctionne encore, autrement dit. Absolument. Et le film de Noël, ce qui était historiquement pas une grande spécificité du marché français ou européen, ce qui est plutôt les États-Unis avec leurs pulls de Noël et leurs films de Noël, les comédies de Noël. Et on voit que ça arrive, les plateformes on va en développer ce genre. Donc ça, c'est un genre sur lequel nous, on pense que là, il y a des programmes qui ont vocation à marcher partout. Donc c'est cette complémentarité qu'on recherche et évidemment pas rester dans l'illusion qu'on peut produire quelque chose pour un marché et que ça va mécaniquement fonctionner partout. Alors, sans vouloir vous enfermer dans des couloirs, Pierre, le stock, Alexia, le flux, mais quand même sur les formats qui voyagent, vous êtes plus forte en flux. C'est quoi en fait un format de flux qui voyage? C'est juste un format qui a réussi quelque part et qu'on arrive à dupliquer, ou est-ce qu'on peut dès l'origine penser global ou penser quelque chose qui est appelé à s'exporter? Alors d'ailleurs, nous produisons le livreur de Noël pour France Télévisions, donc chez Aline Panel Authentique. Alors, j'adorerais vous dire qu'il y a une recette pour qu'un flux voyage. Il y a avant tout probablement la présence de groupes. On est le premier groupe mondial de production, à la fois en fiction et en flux. Évidemment, on s'est nourri, nous, de notre expérience sur le flux. Pour faire voyager un format, il faut avoir les outils pour le faire voyager. Donc il faut avoir des sociétés de distribution aussi extrêmement présentes partout dans le monde. On a la chance, nous, de s'appuyer, en l'occurrence, sur Banijay Rights, qui est présent en Angleterre et sur 5 continents, avec une centaine de personnes qui travaillent pour eux, et qui nous permet à la fois
de financer nos œuvres, c'est-à-dire de contribuer au financing gap en fiction principalement. Par exemple, je donne toujours cet exemple-là, mais Marie-Antoinette n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Banijay Rights qui avait financé à hauteur de plusieurs millions la production. C'est une production qu'il n'y a pas d'ailleurs. Newen. Voilà, et qu'on coproduit justement avec mon camarade. Donc ça, c'est une vraie fierté. Après, sur les programmes de flux, quand vous avez des territoires, que vous êtes présent dans beaucoup de territoires, et nous, on est présent dans 21 territoires, évidemment, quand vous produisez un flux localement, les autres territoires sont au courant, et au-delà de ce qu'on partage sur le format de Pilar, ce qui constitue le format, on partage de la data, on partage de l'expertise, on crée des hubs qui nous permet aussi de rentabiliser les investissements de départ et donc de baisser l'addition des territoires supplémentaires qui font s'agréger lors de la production. Donc c'est la puissance aussi des groupes qui permet au final de faire voyager d'une certaine façon la création, enfin pas d'une certaine façon, la création française en l'occurrence. Et sachant par contre que, si on considère que c'est un peu le côté industriel de la production, la création d'IP et de formats qui voyagent, il me semble qu'il y a eu un dispositif d'aide, mais assez limité, qui a été mis en place il y a 3 ans, non Non, CNC. alors, au CNC il y a eu Pour le une aide flux à la création de flux. Ouais. Non, il y avait normalement des obligations qui avaient été prévues, mais qui sont passées à l'as. C'est pour ça aussi que je me suis permise un peu cette sortie sur le flux, parce que on nourrit énormément tout ce que vous regardez à la télévision, mais on n'a pas bénéficié d'obligations d'investissement ou de choses comme ça qui protègent l'exception culturelle française. Non, nous, en l'occurrence, en tant que groupe, alors je ne sais pas ce qu'il en est chez New One ou chez Media One, mais nous, chez Banijay, on a l'avantage d'avoir constitué un fonds d'investissement qui nous permet d'accompagner nos partenaires diffuseurs quand ils lancent une nouvelle IP de flux sur leurs antennes. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous prenez une part de risque, nous sommes propriétaires de l'IP, mais en revanche, nous pouvons éventuellement, si vous avez besoin, financer une partie, soit du développement, soit du casting, soit de la création, par exemple, un plateau, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on devient partenaire et on augmente aussi la production value. Et quand on parlait de comment on crée une passerelle entre le local français et l'international, c'est aussi par la qualité des contenus qu'on produit. Pour être sûr d'avoir bien compris, le TF1 veut créer un format, vous allez prendre une part Alors non, de on crée un format vous qui le créez, pour c'est pas la TF1. chaîne. Non, alors heureusement, on est intelligent, on travaille tous avec des échanges réguliers avec nos diffuseurs qui connaissent parfaitement leurs audiences et leurs besoins. Néanmoins, on est nous créateurs de contenu, donc on arrive, on trouve un diffuseur, ils prennent quand même un risque parce que mettre de la création en flux, c'est une prise de risque. On le sait, il faut installer un programme 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de trouver les bons éléments constitutifs du programme et son audience. Néanmoins, nous, on les accompagne en disant, voilà, on a une manne financière au sein de Banijay qu'on agrège à votre prix d'acquisition, ce qui nous permet d'augmenter la production de value dans l'idée de faire voyager le format sur nos différentes filiales. Pardon, je vais l'exprimer un peu différemment et d'une manière qui ne vous plaira pas forcément, mais en gros, vous allez voir le diffuseur, vous lui dites, je vous fais un prix d'amis sur ce format, puisque vous prenez une forme de risque avec moi, mais ensuite, c'est moi qui reste propriétaire du droit et qui le ferai voyager. C'est jamais un prix d'amis, parce qu'on va être très clair, on est des producteurs, l'économie maintenant du flux, je sais très bien que tout le monde garde la notion de voleur de patates qui date des années 90. Depuis, on est dans une économie, et tu le sais aussi parce que tu produis du flux, qui est quand même extrêmement normée, en sachant que nous ne sommes pas financés par des aides et que la prise de risque est intégralement à la charge du producteur. Je dis, vous allez tous comprendre, quand je décide d'annuler un Koh-Lanta en 2019, je prends la responsabilité seule, j'en assume les conséquences financières seule, et donc personne ne vient m'aider.
particulier. Donc nous investissons, nous avons la capacité dans le groupe d'investir aussi à leur côté, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne partage pas quelquefois des IP. Quand il y a des prises de risque, on reconnaît aussi la prise de risque de la chaîne, et dans ces cas-là, ils peuvent avoir un couloir de recettes ou quelquefois des parts d'IP. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'on est solidaire aussi d'une prise de risque financière, quelquefois à leur côté. Mais TF1, si vous avez vu Dream Team Fox, a fait encore plus fort puisqu'ils ont quasiment acheté une slot sur TF1. Je sens bien. Pardon, côté Newen, vous avez le même type de mécanisme d'aide à la création ou de... Moi, je ne parlerai pas, c'est pas exactement aide à la création, je ne sais pas si il y a d'autres institutions qui sont chargées de faire ça. En revanche, une des mutations que je trouve intéressantes sur le marché, et on la représente nous, mais elle existe chez d'autres, c'est l'imbrication entre la production et la distribution. Alexia l'a évoqué. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie des programmes ne se financent plus ou ne pourraient pas se financer, ou des projets ne pourraient pas se financer sans l'intervention de la distribution qui va contribuer à compléter le manque de financement, ce qui veut dire chercher des ventes internationales, mais ce qui veut dire aussi donc faire de la préfinancement, de la coproduction, ce qui est quand même un modèle assez nouveau. Historiquement, la distribution vendait. Nous, on a une grosse activité chez Newen Connect avec un très gros catalogue. On vendait. De plus en plus, le métier de la distribution, c'est de préfinancer, c'est-à-dire d'aider des créateurs à faire exister leurs projets, trouver des diffuseurs. La chance qu'on a, c'est comme on parle avec tous les commissionnaires européens, on sait ce qu'il faut pour les attirer. Et donc, ça veut dire aussi que même dans des programmes très locaux, on a par exemple eu, non pas une production, mais un programme qu'on avait en distribution 4 size ou HPI qu'on distribue chez Newen Connect. C'est des programmes sur lesquels on peut tout à fait dire mettez ça dans le programme, mettez ça dans votre formule créative, ça lui donnera plus de chances d'être exporté. Donc c'est pas vraiment de l'aide à la création, mais c'est du travail avec les producteurs et avec les créateurs pour rendre leur programme plus exportable et le plus international possible. D'accord, donc ça c'est notre façon d'aborder ce point-là. Une implication dès le premier stade, à l'écriture, au développement. C'est ça, exactement. C'est pas toujours à l'écriture, mais c'est vrai que c'est des partenaires qui sont importants pour nous. On travaille d'ailleurs avec vous sur certaines de nos productions. C'est-à-dire que même si on a Banijay Rights à l'intérieur du groupe, qui est quand même un facilitateur, ça nous arrive aussi de travailler avec d'autres distributeurs, et dont Newen. Non, vous parliez de l'aide à la création. Nous, on investit en France à peu près 5 millions en R&D. Alors ça recoupe les salaires évidemment de toutes les personnes qui sont là pour travailler sur la création, mais aussi les investissements en achat d'IP, création de trailers, etc. C'est énormément de moyens quand même en faveur de la création. Alors c'est vrai qu'on est très protégé, et là pour le coup je prends ma casquette de producteur de fiction, et tant mieux qu'il y ait une exception culturelle. En l'occurrence, Cécile en a parlé. C'est vraiment une chance qu'on a. Et c'est pour ça qu'on a un tissu créatif extrêmement fort ici et qu'on a des auteurs très performants. Mais après, ce que je dis souvent, c'est que la création, on le voit souvent comme la création d'une page blanche, mais il y a d'autres formes de création. Par exemple, adapter un format qui vient de l'international, ce qu'on fait énormément, c'est une création. En France, on est reconnu comme l'un des meilleurs adaptateurs au monde d'une idée qui vient ou d'un format qui vient de l'international. Et d'ailleurs, pour les distributeurs, c'est très intéressant. Quand vous passez dans les mains des créatifs français, souvent, le programme a beaucoup plus de chances d'être vendu dans d'autres territoires. Et après, il y a une autre forme de création aussi, c'est de continuer les marques à l'antenne. Tu parlais de Candice Renoir en fiction, mais en flux, par exemple, quand vous avez Fort Boyard, qui en l'occurrence est un programme qui s'exporte beaucoup, Fort Boyard, c'est 35 ans, et c'est 35 ans de talents de créatifs qui ont su renouveler le format. Et c'est aussi une création. Parce que j'en ai marre un peu d'entendre dire que la France n'est pas un pays créatif sous prétexte qu'elle ne lance pas des créations from scratch. Et je compléterai d'ailleurs ça pour le cinéma. Il y a plein de formes de cinéma et la France est un marché de production de cinéma très riche. Nous, on produit du cinéma chez Newen avec TF1 Studio et dans nos productions, ce qu'on voit, c'est beaucoup de comédies notamment qui ont vocation à être ensuite à l'antenne de TF1 sur les plateformes et qui fonctionnent très bien. Ce qu'on voit sur le sujet des formats, c'est que là, on a des programmes qui s'exportent beaucoup, à la fois dans leur version française, des films comme Chasse gardée, Jamais sans mon psy, des comédies populaires qui ont vocation à fonctionner notamment en prime time. Elles fonctionnent très bien, elles s'exportent bien et les droits de format intéressent aussi beaucoup de chaînes et parfois des studios. On l'a eu récemment pour, par exemple, Jamais sans mon psy, où un studio américain nous a approché pour prendre une option dans beaucoup de territoires parce que la formule
qui est très française. C'est un film qui sort le 11 décembre avec Christian Clavier. On a à peu près l'idée de ce que ça peut être, Christian Clavier en psy. Là, ça peut tout à fait marcher en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, parce que la formule et le concept en lui-même est fort. Donc, je pense qu'il faut d'abord développer des programmes pour notre marché, c'est ce qu'on fait, mais il y en a certains qui ont des jambes, qui ont un potentiel, et là, c'est de s'assurer qu'on leur donne la capacité de voyager. Et là, en l'occurrence, ça se fait à quel moment? Enfin, sur un film comme... Enfin, j'imagine que c'est pas à l'écriture où Non. le scénariste n'a pas à dire « je vais faire un film qui... » etc. Donc Non, parce que sans doute, on aurait raté si on avait fait ça. On est d'accord. C'est au moment c'est une fois que le truc est tourné où on se... C'est très tôt d'aller vendre la version française. Dès qu'on a des premiers rushs à montrer, ou un premier montage, on va le montrer. Mais c'est avec le film fini. Donc ça, c'est notamment des choses qu'on fait dans les marchés. Au MIP, on l'a fait cette année. Le film sort en fin d'année, on l'a vendu au MIP. Ça prend des formes différentes. Mais soyons très, très réalistes. Il ne faut pas chercher à faire une formule scientifique qui consisterait à mettre un ensemble d'ingrédients pour que ça marche à l'international. C'est plutôt la recette de l'échec. Et je voudrais d'ailleurs remercier quand même les plateformes, parce qu'on parle de elles sont un petit peu quelquefois mises à mal, mais le fait qu'elles investissent quand même dans la création, qu'elles soient de flux, on produit pour eux pas mal de flux, mais aussi de fiction, ça permet aussi à des producteurs français de voir leurs œuvres s'exporter à l'international par l'effet même de la plateforme. C'est pas nous qui l'avons produit, mais Sous la scène est un des gros succès en l'occurrence qui s'est exporté à travers le monde. Donc il y a aussi un effet extrêmement bénéfique à l'arrivée des plateformes, au-delà de pouvoir leur proposer d'autres genres que les linéaires ne prennent pas habituellement. Et ça, c'est important pour tous les créatifs français. Voilà, les films d'horreur, les linéaires ne les prennent pas et les SMAD peuvent les prendre. Elles nous permettent aussi d'aller toucher un public international et de faire rayonner, en l'occurrence, la culture française. Et comment est-ce qu'on arrive, d'ailleurs, c'était un autre sujet, plutôt côté distribution, à négocier un nombre de fenêtres qui devient à peu près incalculable quand on prend la multiplication des formes d'exposition, télé gratuite, télé payante, AVOD, HVOD, SVOD, etc., etc. Quand on multiplie ça par le nombre de pays et potentiellement, pourquoi pas, par le nombre de plateformes. Enfin, à la fin, c'est exponentiel. Comment est-ce qu'on gère ça? Ça donne beaucoup de travail, mais j'ai envie de dire que c'est un peu la seule solution, puisque notamment les plateformes sont arrivées avec le modèle qu'elles avaient imposé, qui était du full buyout, comme elles disent, qui est de prendre les droits globaux pour un certain montant. Ce modèle, elles ont tendance à le remettre en cause parce qu'il coûte très cher, et surtout parce qu'elles se sont rendues compte elles-mêmes qu'une bonne partie de ces programmes ne marchaient pas en dehors de leur marché d'origine. Donc le modèle de financement change, et manquant d'argent pour financer un projet, on est évidemment contraint de le vendre partout et de chercher à le vendre dans beaucoup de marchés. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce nouveau modèle, c'est qu'il est plus complexe, il est plus exigeant pour nous. Il implique que la distribution et la production soient main dans la main pour monter ces modèles. Mais on a un exemple très récent, qui n'est pas international, mais qui est français, d'une production qu'on a annoncée pour l'année prochaine, qui est un nouveau feuilleton, enfin une nouvelle série événementielle quotidienne que l'on va produire, qui s'appelle Tout pour la lumière, et qui sera faite avec TF1 et Netflix. Et là, la raison pour laquelle j'en parle et pour laquelle je pense que c'est un exemple intéressant, c'est que c'est une première mondiale, dans le sens où, là, pour le coup, c'est la plateforme qui va venir avant la chaîne. Et malgré tout, tout le monde est content parce que ça coûte cher, donc on trouve un moyen de le financer. Chacun va s'y retrouver, va pouvoir l'exploiter sur sa plateforme, et les deux clients sont convaincus qu'ils vont toucher des publics différents et qu'ils vont s'enrichir ou se compléter l'un et l'autre. Donc ces modèles, à mon avis, ils sont plutôt vertueux, ils sont nécessaires aussi du fait du manque de financement. Et nous, ils nous amènent à être, j'ai envie de dire, plus intelligents dans la façon dont on construit nos modèles. Donc ça, c'est un exemple. Et après, c'est certain, au niveau international, on est contraint et on est obligé d'aller parler avec un maximum d'acheteurs pour les faire exister, d'aller dans ces logiques de préfinancement, de réfléchir à faire monter une SVOD dans le préfinancement, mais qui ne va prendre que certains droits, certains marchés par exemple, et donc il va falloir aller compléter. Et ça, c'est la science et le talent des équipes de distribution qui ont ces connexions avec les différents marchés. Et nous, il ne faut pas oublier, par exemple, en flux, ça nous arrive quand même relativement régulièrement de ne pas gagner notre vie sur un lancement de flux, justement aussi, pour se dire qu'on va miser sur les pays internationaux. Il y a autre chose aussi, pourquoi c'est important aussi qu'on reste propriétaire de nos IP, c'est que ça nous permet aussi de faire vivre nos marques en dehors de l'écosystème automatiquement des chaînes. Par exemple, en Angleterre, on a lancé 35 chaînes fast. Par exemple, il y a Mr Bean qui marche extrêmement bien, Masterchef qui est une marque qui nous a
appartient mondial. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on a des revenus complémentaires, mais aussi on peut faire exister une marque en dehors de sa période où elle est diffusée. Actuellement, il y a tellement de contenus qui sont déversés sur les plateformes, sur les chaînes linéaires ou sur YouTube, que de faire exister une marque de façon permanente, c'est aussi un atout pour nous. Et ça, on l'actionne dès qu'on peut. Donc plutôt marketing que business finalement comme objectif. Alors, il y a le business qui est le clipping, on en a beaucoup parlé, c'est un business maintenant qui est très malheureusement lié aux décisions de Facebook, de Meta, de Snap, etc., avec leurs algorithmes de financement. Donc on est très tributaire de ça. Donc ça, c'est un point quand même qui est complexe à gérer nous financièrement, mais c'est aussi un point marketing justement de faire exister nos marques. De relancer, par exemple, Starac, pardon. Mais Starac, on a exposé la marque Starac à travers les anciennes saisons. Même chose pour Secret. Et je pense que ça a donné envie à TF1 de re-signer ces deux marques-là. Et sans être sur des programmes événementiels comme cela, nous on le voit sur des programmes qui ont une très longue vie. On a par exemple un programme emblématique qui est Faites entrer l'accusé, qu'on produit avec 17 juin. C'est un programme qui est actuellement diffusé sur RMC Découverte et qui est en parallèle sur YouTube avec des vieux épisodes du catalogue, parce qu'il y a un catalogue de nombreuses années. Et on voit que les deux se complètent, c'est-à-dire que les audiences sont excellentes sur RMC Découverte, le programme fonctionne très bien, on est en train de faire beaucoup de nouveaux épisodes avec eux, et dans le même temps on a ce catalogue qui vit sur ces plateformes de fast. Donc, c'est pas, si on ne devait vivre que de ça pour financer les nouveaux épisodes, on n'y arriverait pas. En revanche, c'est un bon complément de rémunération et on a trouvé là aussi un fenêtrage intelligent avec la chaîne qui trouve une manière d'alimenter la notoriété du programme et c'est elle qui apporte la fraîcheur et la nouveauté et l'événement quand elle le diffuse à l'antenne. Ce qui est important, c'est le référencement. C'est ce qu'on travaille avec les chaînes, c'est-à-dire que quand on publie quelque chose, on rebalance sur le diffuseur. Parce que comme vous devez le savoir, beaucoup de diffuseurs ont des holdbacks sur nos marques. Merci beaucoup, je pense. On en restera là pour aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci.